Alors, on se trouve à l'Institut Pascal en France avec un spécialiste de géomatique, géographie. Est-ce que vous pouvez, ou tu peux, pardon, on va se tutoyer comme avec les autres participants. Qui es-tu? Alors, je m'appelle Stéphane Roche et je suis professeur de sciences géomatiques à l'Université Laval. J'ai une formation un peu hybride d'ingénieur dans le domaine de la géomatique, l'équivalent d'une maîtrise en aménagement, puis un doctorat autour des sciences de l'information géographique. Et je travaille sur les transitions urbaines, mais en particulier les transitions liées au numérique et la façon dont on peut repenser la ville pour favoriser l'engagement de la population, faire en sorte que les villes soient plus durables, plus inclusives, plus résilientes. Donc voilà, c'est ça essentiellement ce qui anime mes réflexions. Quels sont les outils qu'on utilise en géomatique pour favoriser cette inclusion-là? Il y a plusieurs types d'outils. Les outils, enfin, l'essentiel des objectifs de la géomatique, hein, c'est de développer des outils qui vont, d'une part, nous aider à collecter de l'information sur les différentes composantes des villes, de comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre ces composantes, d'offrir des modes de représentation de toutes ces informations-là pour aider à la décision, alors que ce soit en matière d'aménagement, en matière d'ingénierie urbaine, en matière de gestion des infrastructures urbaines, etc. Alors c'est essentiellement, évidemment, des outils à base de cartographie, de bases de données. Donc je dirais que des outils géomatiques qui contribuent à faire en sorte que les villes soient plus inclusives, ça va être essentiellement, il y en a de deux ordres. Il y a les outils qui vont permettre, comme je le disais, là, de mieux comprendre les déterminants environnementaux, physiques, spécifiques à la ville, qui ont une influence sur, par exemple, les enjeux de mobilité ou les enjeux de déplacement des personnes qui auraient des difficultés, soit de situation de handicap, soit d'autres formes de difficultés. Donc tout ce qui va nous permettre de mieux comprendre ces déterminants, de les analyser et ensuite d'aider les gens qui, là, de leur côté, sont en responsabilité de repenser l'aménagement de la ville, de prendre des décisions pour insuffler, par exemple, de nouvelles formes d'aménagement ou de nouvelles, comment dire, de nouvelles dynamiques qui vont rendre les villes un peu plus inclusives. Et puis, donc là, je dirais qu'il y a les outils, puis les approches qui s'adressent davantage aux professionnels, aux praticiens. Oui. Et puis, il va y avoir également des outils, des technologies, des données qui, elles, vont s'adresser peut-être davantage aux citoyens, à la population, à l'individu. Okay. Puis là, je ne vais pas revenir sur ce que d'autres collègues, comme Mir Mostafavi, sur quoi ils travaillent, comme des solutions comme Mobilisig, mais des solutions qui vont, par exemple, offrir des aides à la navigation. Puis, si on retourne plutôt du côté de l'interdisciplinarité, parce que la géomatique, comme toi, tu es géographe, ingénieur, mais qu'est-ce que cette interdisciplinarité-là apporte aux travaux qui se font pour favoriser l'inclusion, la mobilité des personnes? Je pense qu'on peut... je vais renverser la question, c'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comprendre et donc, in fine, proposer des solutions d'inclusion urbaine sans adopter une posture interdisciplinaire. Et pour une raison simple, c'est que c'est ni une affaire juste d'urbaniste, ni une affaire juste d'ingénieur, ni une affaire juste d'architecte ou de sociologue ou de spécialiste, je veux dire, en mécanique qui travaille par exemple sur
sur des outils d'aide au déplacement des personnes en situation de handicap physique, par exemple. C'est que pour arriver à faire en sorte que nos espaces urbains, nos environnements urbains soient plus inclusifs, il faut que tous ces gens-là travaillent ensemble. Et, parce qu'une ville, c'est interdisciplinaire. Une ville, c'est à la fois des dynamiques, c'est à la fois un environnement bâti, c'est des infrastructures de transport, des infrastructures électriques, des infrastructures, toutes sortes d'infrastructures, mais c'est aussi de l'information qui circule, c'est aussi des lieux avec des lieux qui sont caractérisés par comment dire, des destinations, des objectifs différents. C'est des lieux de consommation, c'est des lieux d'apprentissage, c'est des lieux d'échange, des lieux de convivialité, de travail, etc. Donc, qu'est-ce qui aide concrètement quand vous travaillez ensemble, vous promenez différentes disciplines, ce serait quoi qui favorise le fait que ça soit fertile de se confronter, même parfois, j'imagine, parce que vous avez des approches différentes? Ben, peut-être je prendrais l'exemple, je prends l'exemple qui est très géomatique, de produire, admettons, un plan ou une cartographie de la ville. Oui. Ben, produire une cartographie de la ville, on pourrait se dire, bon, ok, c'est une affaire, par exemple, d'architecte. Puis là, on va se concentrer sur le bâti, la structure du bâti, les caractéristiques de l'environnement bâti. Mais si on fait que ça, on n'a pas les réseaux, par exemple, on n'a pas toutes les autres formes d'occupation du sol qui caractérisent la ville, les espaces verts, la mouvance, la partie socio-économique, c'est ça, les déplacements, les flux, les enjeux environnementaux, etc. etc. Donc, juste autour d'une question simple qui est produisons un modèle, une représentation cartographique de la ville, ça implique de faire travailler ensemble tout un tas de spécialistes qui vont venir apporter leur propre... qui vont, avec leur propre paire de lunettes, oui. Venir alimenter ce modèle intégré. Alors après, l'enjeu, je pense que c'est ça aussi beaucoup le travail du géomaticien, c'est de ne pas rester à la superposition oui. de ces différentes couches. Il faut intégrer les... C'est ça, c'est quoi la plus-value? C'est pas juste une couche plus une autre couche plus une autre couche qui fait que on aurait du mal à les faire interagir tous ensemble. C'est comment on construit des indicateurs qui vont prendre en compte ces éléments-là. Puis un exemple, par exemple, dans la ville, de plus en plus on parle de santé durable, de ville en santé. C'est par exemple de croiser tout ce que vont apporter les gens qui travaillent dans le domaine médical, de compréhension, où se situent les pathologies, où sont sur la localisation, on va dire, des caractéristiques médicales de la population. Et puis à côté de ça, on va avoir toutes les caractéristiques, tous les déterminants environnementaux de la santé, la qualité de l'air, l'accès à une alimentation de qualité, l'accès à des espaces verts, etc., qui ne sont pas des données d'ordre médical, mais qui, croisées avec les caractéristiques socio-économiques de la population, avec les caractéristiques médicales de la population, apportent Donc vraiment un carnet de santé. Donc c'est ça, qui permet de qualifier les espaces quasiment en disant, on comprend mieux pourquoi... c'est toute la question des corrélations spatiales qui peuvent... et c'est là-dessus qu'on travaille en géomatique. C'est vraiment cet enjeu autour des corrélations spatiales qui ne sont pas forcément des causalités, mais qui permettent de se dire, quand il se passe ça ici, on remarque qu'il se passe aussi ça, puis c'est en lien avec des caractéristiques qui sont de cette nature-là. Est-ce que ça a du sens? Ou est-ce que c'est juste une coïncidence? Ça c'est une analyse, le travail d'analyse spatiale, par exemple. Une analyse, puis là, on va réfléchir, puis on a comme une représentation de la situation actuelle. Puis si on veut aller plus loin, puis mettre en action, ou comment on procède? Par quoi il faudrait commencer?
Ben, il y a plusieurs manières de faire. Là. Tu sais, en termes de prospective, là, les gens qui travaillent sur la prospective urbaine, par exemple, ou sur des projections, travaillent essentiellement avec des modèles, c'est-à-dire des modèles qui sont alimentés à partir de données, on va dire, de données historiques, de données temporelles. Donc, par exemple, si je reviens sur l'exemple de la santé urbaine durable, là, ben, le suivi des cohortes, par exemple, ça, c'est ce qui se fait beaucoup dans le domaine médical, où ils suivent des cohortes de patients. Puis si on associe à ça, selon les mêmes échelles temporelles, des données qui auraient été collectées à travers le temps sur, encore une fois, tous les déterminants environnementaux de la santé, ben on va pouvoir voir comment ces indicateurs de santé auront évolué au regard de la façon de l'évolution de la ville. Et puis après, ben, on peut avec un certain nombre de modèles qui sont soit statistiques, probabilistes, soit maintenant de plus en plus d'intelligence artificielle, faire des projections et se dire, ben, si jamais, et puis c'est d'ailleurs ce que aujourd'hui les villes essaient de faire en matière de développement durable. Attends, je vais terminer. Ce qu'elles essaient de faire, c'est de se dire, comment est-ce qu'on peut, quand on prend une décision d'aménagement, par exemple, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut se faire une idée assez claire de l'impact qu'aurait cette décision-là sur la santé, ce qui ne se faisait pas du tout avant. Et d'un autre côté, ben, les médecins, ce qui les intéresse, c'est de se dire, ben, lorsque j'essaie de comprendre des enjeux autour de pathologies ou des enjeux de santé en particulier, et puis si moi, comme un médecin généraliste, un médecin de famille, dit, ben, si je prescris tel ou tel un diagnostic et que je prescris telle ou telle chose à mes patients, est-ce qu'il ne faut pas que je prenne aussi en compte son environnement, et pas uniquement le patient comme un individu dont la santé serait détachée de son environnement, de son mode de consommation, de ses habitudes de vie, etc. Donc de plus en plus, ils intègrent ces éléments-là, et puis ils cherchent à avoir des données pour intégrer ces éléments-là, ce qui n'est pas naturel au départ, d'abord parce qu'ils n'ont pas les outils pour le faire. Donc il y a comme une rencontre entre les gens qui gèrent la ville, posent des gestes en matière d'aménagement, puis de l'autre côté, tout le milieu, l'écosystème médical et de santé qui, lui, se dit, ben, nous, on pose des gestes médicaux, mais ils ne peuvent pas être détachés du contexte dans lequel nos patients évoluent, qui est, par exemple, la ville. Merci. Ben, c'est assez complet comme tour de piste quant à la géomatique et la mobilité urbaine. On n'a pas parlé beaucoup de mobilité, plus de santé, mais il reste que les enjeux de mobilité. Si on peut juste conclure là-dessus pour boucler la boucle, il est clair qu'en matière de santé durable, par exemple, et donc d'une certaine manière d'inclusion urbaine, parce que les mobilités sont essentielles, parce que quand on aborde la question des déterminants environnementaux de la santé et des saines habitudes de vie, la mobilité est un élément important. D'avoir accès à une meilleure alimentation. D'avoir accès à une meilleure alimentation, d'être capable, d'avoir accès aussi à des lieux dans la ville qui vont permettre... Favoriser l'activité physique, exactement. Et puis les mobilités actives, par exemple, etc. Et puis ne serait-ce aussi que pour les gens qui peuvent pratiquer ces mobilités actives, là, il y a des travaux qui montrent aussi que l'idée est de s'organiser pour éviter qu'ils soient confrontés, par exemple, dans les mêmes espaces temporels, à un flux d'automobiles qui polluent, etc. Par exemple, si je veux aller faire une course 5 km, je pourrais décider de prendre tel chemin parce que je sais que dans cet espace-là, il y a beaucoup de pollution. Ou moins de pollution. Ou un degré acceptable. Puis il y a un exemple, je ne sais pas si c'est pertinent de le dire, mais il y a un collègue, là, chercheur à l'INRS Urbanisation, Culture, Société, qui a mené une étude vraiment intéressante. Il travaille beaucoup sur les mobilités actives et le déplacement en vélo des urbains. Puis donc ils ont développé un petit kit à base de capteurs très très simples
dont ils ont doté un certain nombre de cyclistes qui étaient des étudiants qui ont fait ça. Oui. Et ils ont fait ça dans 5 ou 6 grandes villes à travers le monde. Et l'objectif, c'était, en faisant circuler ces cyclistes-là, dans différents contextes, certains, par exemple, empruntant des pistes cyclables réservées qui passent en dehors des voies automobiles, par exemple. Oui. D'autres, lorsqu'il y a des pistes cyclables qui sont juste à côté. En nature. Donc en nature, d'autres qui sont juste qui collent là, les rues. Oui. D'autres où il n'y a pas de pistes cyclables, etc. Donc différents contextes. Et à chaque fois avec toutes les mesures d'exposition. Donc Oui. tu sais, c'était des capteurs qui est particules fines, etc., etc. Et puis avec aussi une captation du rythme cardiaque Donc, et puis de la respiration. Est-ce que c'est possible de maintenir une bonne capacité pulmonaire, ou en tout cas respiratoire? C'est ça. Et puis d'avoir une idée aussi de l'exposition à la pollution. Et ça leur a permis de montrer comme ça, selon la nature des voies qui sont offertes aux cyclistes, y compris incluant la topographie d'ailleurs, parce que quand on doit faire un effort pour monter, et que c'est plus pollué, c'est plus dommageable que lorsqu'on a à descendre, par exemple, et qu'on ne fait pas d'effort, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, il y a vraiment eu des travaux super intéressants. Puis ça, typiquement, c'est des travaux dans le cas de la géomatique, parce qu'il y a eu évidemment une prise de données GPS aussi. Des capteurs. Des capteurs, la localisation, et avec une cartographie à la fin pour montrer que c'est pas anodin les choix en matière d'aménagement qui vont être faits pour aller implanter de nouvelles pistes cyclables. Et qu'il y a si on veut contribuer à améliorer la santé et surtout à faire en sorte que ces mobilités actives-là soient vraiment impactantes pour la santé, il faut s'organiser pour, par exemple, ne pas les coller à des voies dans lesquelles... On choisit où on place la voie, puis même ça pourrait aller jusqu'à concevoir un dispositif pour filtrer l'air qui soit plus... Comment modifier la tenue du cycliste pour... Donc là, c'est les cyclistes, mais on pourrait avoir la même chose pour des piétons. Bien sûr. Etc., etc. Donc, c'est intéressant. Voilà. C'est un bel exemple de mobilité en santé. Voilà. Durable et inclusive. Oui, absolument. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.